Priorité au direct, on va tout de suite écouter la prise de parole du collectif des victimes de Notre-Dame de Bétarame. Pour les faits de violence physique en parallèle des 3 gardes à vue. À l'issue, le surveillant laïque né en 1965 restera en détention et une information judiciaire est ouverte le concernant. J'appelle toutes ces victimes à se manifester auprès de la justice pour tous les faits criminels qu'il a pu commettre au sein de l'établissement de Bétarame ou lors des sorties scouts entre 1984 et février 2024, date de sa suspension. De même, pour l'autre surveillant général, né en 1955 et qui a fréquenté des établissements à Orléans et à Châteauroux, j'appelle également tous ces anciens élèves à témoigner la prescription empêchant à ce jour toute poursuite à son encontre. Enfin, après un combat de plus de 60 ans, le prêtre, auteur des faits criminels sur la personne de Jean-Marie Delbos, les a donc reconnus pour celui-ci et celui-ci uniquement. Ceci étant dit, nous regrettons que pour le moment, une information judiciaire contre la personne morale de Bétarame ne soit pas ouverte, alors qu'il est manifeste qu'elle a accueilli en son sein de manière répétée et systémique toutes ces violences et perversités. Les victimes seront reçues jeudi prochain à 9h30 au palais de justice à huis clos par le procureur et par le responsable de l'enquête. Je ne doute pas que le procureur communiquera à l'avenir sur l'avancée de ce dossier tentaculaire, suite aux nombreuses plaintes que nous recevons actuellement. À ce sujet, je peux d'ores et déjà vous indiquer que le chiffre de 140 plaintes est déjà dépassé, dont près de 70 plaintes de nature sexuelle. Le nombre d'agresseurs également progresse avec 2 nouveaux prêtres qui sont décédés. De même, des victimes collatérales apparaissent dans ce dossier avec un élève surveillant lui-même abusé à 12 ans qui a commis des violences physiques sur des plus jeunes. Sur le volet politique, Madame Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, reconnaît que l'État n'a pas été au rendez-vous sur ce dossier. Je tiens à rendre hommage à la parole de la ministre, car en démocratie, il est sain que nos gouvernants reconnaissent leurs erreurs pour leurs prédécesseurs. Oui, l'État a failli et n'a pas protégé les enfants de Bétarame qui n'avaient que leurs pleurs comme soutien. Aussi, j'appelle à un sursaut national pour faire des violences une priorité nationale. Et le collectif des victimes que je représente y prendra toute sa part afin de travailler à la reconnaissance et à la réparation des enfants victimes d'abus physiques et ou sexuels. C'est dans cet esprit que j'ai échangé avec Jean-Marc Sauvé pour aller plus loin que les mécanismes déjà existants. De même, j'ai demandé à Madame Borne d'être entendue par la mission d'inspection diligentée pour Bétarame le 17 mars afin de porter à leur connaissance des faits plus récents n'apparaissant pas forcément encore dans le dossier pénal. Par ailleurs, nous nous félicitons de l'ouverture d'une commission parlementaire transpartisane pour faire la lumière sur cette douloureuse affaire. Enfin, nous nous réjouissons de voir les communiqués institutionnels pleuvoir des syndicats enseignants, de la conférence des évêques, du responsable de l'enseignement diocésain, bien absents jusqu'à présent sur ce dossier. Les victimes se sentaient bien seules, elles ne le sont plus désormais. Nous sommes dans un moment de tension extrême et j'appelle toutes les victimes qui témoignent à rester dignes dans leurs propos afin de faire avancer la cause que nous défendons tous, celle des enfants victimes, et afin que de tels faits ne se reproduisent plus jamais sur le domaine national. Merci à tous. Madame Esquer, 2 hommes évidemment restent en liberté à cause de cette prescription. Comment réagit le collectif de victimes ? La prescription, elle touche dans notre pays énormément de faits. J'en ai parlé également avec François Bayrou le soir même de notre entrevue samedi.
Je pense que les pouvoirs publics vont se saisir de cette question de l'imprescriptibilité des crimes. Est-ce que c'est douloureux à entendre? En fait, ce qui était douloureux à entendre pour les victimes, c'était jusqu'à présent, en fait, qu'elles étaient dans l'ombre. Aujourd'hui, elles sont dans la lumière et c'est une fierté incroyable. Selon le procureur, les gardés à vue reconnaissent la violence, mais pas les violences sexuelles ou les viols. Ça, dessus, ils ne reconnaissent rien. Mais en tout cas, ils n'y ont pas intérêt. Donc, de toute façon, ce qui est prescrit, vous le savez bien, les lois ne sont pas rétroactives. Le fait qu'il y ait aujourd'hui une personne qui se fait en détention ce soir, pour vous, c'est quand même un pas immense qui a été accompli. Ben, c'est un pas incroyable. On n'attendait pas aussi bien, quoi. Enfin, quand j'ai commencé il y a 15 mois, j'étais tout seul avec mon petit groupe Facebook. Et là, on a réussi à faire incarcérer un des criminels de Betaram, quoi. Donc on est vraiment satisfait. Est-ce que votre satisfaction, c'est aussi que c'est un déclencheur pour que d'autres victimes trouvent le courage de témoigner comme vous et que peut-être qu'il y aura d'autres Betaram en France? C'est sûr qu'il y aura d'autres Betaram en France. On le voit bien, les services de l'État ont dysfonctionné dans le contrôle des établissements sous contrat. Donc, je pense qu'il y aura d'autres Betaram. Mais sur notre dossier de Betaram, il va y avoir beaucoup de nouvelles plaintes. Parce que quand j'annonce le chiffre de 140, j'ai envoyé beaucoup d'autres CERFA, évidemment. Mais je communique sur les retours que j'ai eus et que je déposerai prochainement. Est-ce que vous attendez d'autres gardes à vue, peut-être, dans ce dossier? D'après vous, est-ce qu'il en faut d'autres? Est-ce qu'il en faut d'autres? Il y en aura d'autres. Vous parlez de cas plus récents aussi à Betaram par rapport à l'instruction. Et sûrement des cas plus récents, effectivement. C'est très difficile pour les victimes. Il faut un temps de maturation. Ça prend du temps de dire je suis victime et j'ai envie de parler. Et c'est très important, en fait, pour chacun d'entre nous d'en avoir conscience. C'est un cheminement, c'est long, c'est pénible, ça coûte. Vous parliez de réparation des victimes, est-ce que ça commence maintenant? La réparation des victimes, ça commence maintenant, évidemment. Après, nous allons aller plus loin, mais là, nous allons travailler avec les pouvoirs publics. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour l'établissement qui continue, qui s'appelle plus Betaram, mais qui continue d'exister? Mais vous savez, il y a une grosse discussion autour de cette question. Est-ce qu'il faut fermer l'établissement de Betaram ou pas? Sur le collectif des victimes, on estime que l'établissement peut continuer de fonctionner à partir du moment où il est contrôlé régulièrement. Moi, pour avoir échangé avec des élèves internes, ils se sentent bien dans l'établissement aujourd'hui. Je pense que l'établissement est propre désormais. Donc, je ne vois pas quel serait l'intérêt, en fait, pour les enfants d'aujourd'hui de le fermer. Les 4 laïcs ont été auditionnés en audition libre, entre guillemets. Eux reconnaissent des violences, c'est prescrit, mais ça montre quoi? Qu'il y a une systématisation de la violence qu'il y avait, en tout cas, à Betaram? Mais Betaram, c'était un système de violence institutionnalisé. C'est pour ça que nous aimerions que la congrégation des pères de Betaram, et puis plus récemment l'OGEC, s'explique sur cette violence qui a perduré pendant autant de temps, y compris après l'OGEC, après 2009. Et qui s'explique devant la justice? Ça, c'est pas à moi à en décider. Il faudrait mettre en cause des responsables politiques? En fait, je crois qu'il faut se remettre tous en cause sur ce dossier. Tout le monde a dysfonctionné, donc il est temps de réparer ces choses-là. Mais poursuivre en justice? Ça, je peux pas vous répondre. La suite pour vous, c'est quoi la prochaine étape? Et la prochaine étape, c'est enfin, on n'en est qu'au départ. Vous savez, c'est pas un point d'aboutissement aujourd'hui. Ce dossier, il est tentaculaire. Donc, il va y avoir de nouvelles plaintes. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir aussi dans les établissements où sont passées ces personnes d'autres plaintes. Sur le groupe des victimes, nous avons beaucoup d'élèves, notamment de Léon XIII, qui nous rejoignent. Donc, on communiquera ultérieurement sur ce dossier avec des faits précis. Léon XIII, c'est Châteauroux, c'est ça? Léon XIII, c'est à Châteauroux.
Il y a des signalements aussi sur un établissement voisin de Betaram. On parle davantage de Garaison. Bon, on parle de tous ces établissements catholiques à proximité. Ça peut être le collège Etchekopar à Saint-Palais, par exemple, où le père Caricard a fait une mission de plusieurs années. On parle évidemment de Notre-Dame de Garaison, parce qu'il y a eu déjà aussi des faits sur Garaison. On sait que là-bas, c'était très dur également. Bon, voilà, on parle de Cendrillon à Dax. Je pense qu'il va y avoir d'autres Bétarams qui vont se manifester parce que la parole est en train de se libérer grâce à la jurisprudence Bétarame. Il y a un problème au sein de l'enseignement catholique au regard de tout ce qu'on est en train de dire? En tout cas, il y a un problème dans tous les établissements confessionnels qui sont sous contrat avec l'État et il faut tous les contrôler, les catholiques comme les autres en fait. Le fait que l'inspection soit annoncée le 17 mars, c'est une inspection particulière quand même. C'est sûr que c'est pas une inspection surprise. Maintenant, je pense que là encore, des inspections aléatoires se feront. C'est ce que le collectif a demandé à l'avenir. On a déjà un premier pas. On peut pas tout avoir. On peut pas changer les mentalités du jour au lendemain. Voilà, merci à tous.